Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde, votre émission du dimanche. Un entretien où on va se concentrer sur un sujet important pour l'année 2025. C'est un des pays qui devient déjà le leader mondial, et il est important de porter un regard frais et rationnel sur ce pays, sur cette puissance qui change la composition géopolitique mondiale, que ce soit sur les relations politiques, économiques, diplomatiques. Nous allons bien entendu parler de la Chine. Et pour parler de la Chine, je suis très content d'avoir avec moi Laurent Michelon. Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël, merci d'avoir à nouveau. Eh ben, c'est un plaisir, ça nous permet d'annoncer que cet entretien aussi permet d'annoncer qu'il y a un article dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde, le numéro de février, un article de Laurent Michelon qui participe donc dans la revue mensuelle où on va pouvoir aborder un des aspects qui est développé dans cet article-là. On va parler de la fameuse voie médiane de la Chine, parce que lorsqu'on parle de la Chine, évidemment, on essaie de nous parler souvent d'un aspect négatif, c'est-à-dire comment la Chine gère sa population. On parle aussi du passé de la Chine avec on va dire la complexité du communisme, les décisions politiques qui ont pu modifier à la fois la gestion de la population, les choix économiques, etc. Mais il y a vraiment en fait tout un système monde à comprendre et surtout à rétablir par rapport à la propagande occidentale. Essayer de comprendre quel peut être vraiment l'esprit de la Chine, un esprit que l'on a pu voir agir à l'international, le fameux médiateur mondial sur le conflit russo-ukrainien, sur les situations au Moyen-Orient, et je pense qu'il est important de pouvoir présenter un petit peu les bases de manière synthétique et pédagogique de ce qu'est l'esprit de la Chine, et donc nous allons parler de la voie médiane. Mais tout d'abord, Laurent, question très simple, qu'est-ce que la voie médiane? Qu'est-ce qu'on entend par voie médiane? Alors la voie médiane, c'est un vieux principe confucéen, donc héritier du confucianisme. Confucius, je rappelle, 500 avant Jésus-Christ, et qui veut que en fait l'homme, avant de parler du souverain, même au niveau de l'individu, doit se maintenir éloigné des extrêmes. Quand on parle des extrêmes, c'est aussi bien dans ses actions que dans son discours, de se garder des positions, on va dire, anxiogènes, provocatrices, et même on va dire, même dans une position où l'individu serait dans une position de supériorité, de toujours exercer, on va dire, son pouvoir ou son influence sur les autres avec beaucoup de mansuétude et avec beaucoup de bénévolence. Donc c'est un principe en fait philosophique au départ et qui ensuite a été adapté à la philosophie politique et qui veut donc que le souverain chinois se tienne éloigné de toute décision, notamment alors, politique intérieure ou politique extérieure, qui pourrait, on va dire, provoquer une escalade en fait de la part de soit de sa population qui se sentirait écrasée, soit des nations avec lesquelles la Chine traite et qui pourraient se sentir, on va dire, agressées. Voilà. Donc ça, c'est un vieux principe qui date donc de 500 avant Jésus-Christ. Ça a été repris par les néo-confucéens. Il y avait des philosophes comme Mencius qui ont un petit peu développé là-dessus. Et puis, si on se rapproche de chez nous, c'est quelque chose qui est proche de du juste milieu aristotélicien. Donc c'est pas un principe qui est révolutionnaire en soi. Ça existe dans beaucoup de vieilles cultures, dont la nôtre. Mais ce qui est intéressant du côté de la Chine, c'est que la Chine l'a préservé et le met en pratique jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'on voit que le juste milieu aristotélicien en Occident, c'est un concept qui est un petit peu poussiéreux et même qui est quasiment piétiné tous les jours par les États-Unis et puis donc toutes les nations vassalisées aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose c'est un principe qui a été expliqué par Ezra Pound. Je rappelle Ezra Pound qui était un traducteur de Confucius et qui avait en fait traduit le concept de la voie médiane comme il avait traduit ça sous le mot de pivot immuable. Donc c'est vraiment essayer de maintenir un cap qui va toujours être éloigné des extrêmes. Ça veut dire que toute décision doit s'éloigner des passions. C'est que toute décision va être en fait un juste milieu entre l'action et la passion, sachant donc l'action, on va dire la réelle politique, et la passion qui serait vraiment la réaction à chaud à un événement. Et c'est quelque chose qui est mis en pratique tous les jours dans la diplomatie chinoise. On pourra en parler, c'est dans mon ouvrage en détail, et on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais vraiment la politique chinoise, aussi bien interne qu'externe,
vraiment met un point d'honneur à se maintenir éloigné des extrêmes. Et on verra qu'en fait, il y a toute une stratégie en fait pour arriver à ça, qui est en fait par exemple dans une situation de conflit, de trouver, contrairement par exemple à ce qu'on fait nous en Occident, quand il y a une relation avec un pays sur un point conflictuel, on a tendance à se focaliser sur le point conflictuel en disant mais si ça n'est pas réglé, la relation ne peut pas être harmonieuse. Pour la Chine, ça va être différent. On a un point de différence. Certes, c'est quelque chose qui pourra durer des décennies. Hein. Je dis pas que les Chinois arrivent à régler les conflits comme ça du jour au lendemain, mais on va essayer de développer la relation tout autour de ce point conflictuel, de façon à ce que ce point conflictuel, en fait, ne soit plus qu'une minorité, en fait, dans la totalité de la relation. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que la Chine, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que la Chine, on va dire, met l'emphase sur ce concept de la voie médiane? C'est parce qu'en fait, elle recherche, et ça n'est pas un vain mot, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'observateurs occidentaux de la Chine ont tendance à ricaner quand on dit ça, mais la Chine est vraiment à la recherche d'une harmonie, en fait, d'une relation harmonieuse avec avec les États environnants, avec les États plus éloignés. Et il y a un mot de philosophie politique, un concept de philosophie politique qui est répété systématiquement par Xi Jinping dans tous ses discours, qui est la culture He. Hein, donc He, c'est du chinois, c'est deux caractères qui se prononcent à l'identique, mais il y en a un qui veut dire l'harmonie, la paix, et l'autre qui veut dire la convergence. Donc c'est vraiment en fait réussir à développer c'est ce qui apparaît dans les discours de Xi Jinping, une communauté de destin pour l'humanité, de façon à ce que en fait toute l'humanité en fait profite de la prospérité globale. Il n'y a pas d'État qui serait laissé sur le bord de la route. En fait c'est un peu l'antithèse de ce que du modèle de la démocratie libérale anglo-saxonne, qui est d'enrichir le centre aux dépens de toute la périphérie. Voilà. Donc la Chine, c'est vraiment le contraire. Alors ça paraît pour un occidental qui va lire les médias occidentaux depuis son enfance, ça paraît, on va dire, illusoire, utopique, un peu bisounours, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier parce qu'on le voit au quotidien, aussi bien en Chine, quand on vit en Chine, ce qui est mon cas, on voit tous les jours comment est-ce que le gouvernement, on va dire, élabore ses politiques publiques. Hein, c'est pas comme on peut le caricaturer en Occident, c'est pas une décision prise par Xi Jinping qui va être appliquée, quelles que soient les conséquences sur le terrain, jusque dans les campagnes. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et à l'international, on voit que malgré toutes les provocations que subit la Chine, elle n'a pas de réaction extrême comme pourrait en avoir un État occidental. Oui, elle n'a pas de réaction extrême, mais en tout cas, elle peut avoir des réactions fortes. Hein. On a pu le voir lors de l'année 2024 et même en ce début d'année 2025, notamment avec les décisions à la fois européennes mais aussi américaines sur le plan du commerce, où elle est capable de répondre de manière tout simplement ferme. Mais c'est souvent un phénomène de réaction hein, que l'on peut observer. D'ailleurs, ça permet de rappeler, parce que Laurent a parlé donc de l'ouvrage, et je le rappelle, hein, c'est Comprendre la relation Chine-Occident. Une nouvelle édition, en auto-édition que vous pouvez trouver sur The Book Edition. Donc, vous aurez le lien en description. Et je pense que c'est un ouvrage absolument à avoir et à lire, parce que les ouvrages sont rares pour à la fois retracer l'histoire de la Chine de manière calme et rationnelle. Et ça fait, on va dire, du bien, tout simplement, face à la propagande qu'on a aujourd'hui. Et quand je dis propagande, ce n'est pas que de la propagande, on souffre, je pense, d'un profond biais cognitif. Parce que nous sommes occidentaux, quand on parle d'un système monde, on peut avoir beaucoup de mal à imaginer un autre rapport au monde, une autre vision du monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu voir les différents commentaires qui ont été faits sur le discours pour annoncer en fait une bonne année et annoncer la nouvelle année chinoise. On a donc Xi Jinping qui a pu vraiment s'exprimer, non pas uniquement pour les Chinois, même s'il a fait un rapport de la situation chinoise très élogieux, qui s'appuie, je pense, sur des faits, contrairement à ce qu'a pu nous dire Macron pour les Français, où il a simplement dit que c'était de la faute des Français si nous étions dans cette situation-là aujourd'hui. On a vraiment Xi Jinping qui a utilisé des mots très forts, ou en tout cas très symboliques, c'est parler de la paix à l'échelle de l'humanité intégrale. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, parce que c'est des choses que l'on peut voir dans les actions. Et là où j'aimerais poser une question, Laurent, avant de parler de cette fameuse voie médiane aujourd'hui et de comment est-ce qu'elle pourrait évoluer, en tout cas s'adapter aux enjeux avec un retour d'un impérialisme américain, c'est peut-être reparler un petit peu de l'historique chinois. C'est-à-dire, on parle de la voie médiane, de cette fameuse diplomatie chinoise, mais
Il faut savoir que la Chine a eu des rapports quand même plutôt conflictuels, ou en tout cas, il y a eu des traités inégaux, des attaques sur la souveraineté. La Chine a été investie pendant des décennies pour pouvoir en fait profiter avec les phénomènes de délocalisation. C'est devenu l'usine du monde, ce qui était avantageux pour l'Occident pendant de nombreuses années, avant que ça devienne aujourd'hui problématique. Comment est-ce que la Chine a utilisé sa philosophie? Est-ce que d'ailleurs elle a une autre doctrine? Est-ce qu'elle a utilisé une autre doctrine pour gérer ces problématiques-là, ou elle est toujours restée dans cette vision-là d'une voie de l'équilibre qui lui a permis d'ailleurs aujourd'hui d'avoir une place centrale dans le nouveau monde multipolaire qui se dessine? Alors oui, la Chine a toujours utilisé en fait ce principe de la voie médiane parce que c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque à la culture chinoise. C'est pas un concept. Avant d'être un concept de philosophie politique, c'est un concept. Enfin, c'est un concept de la culture chinoise. On le voit tous les jours dans les relations interpersonnelles en Chine. Hein, il y a des conflits comme dans toutes les sociétés humaines, mais on voit que dès les premiers contacts en fait avec l'Europe, et il y a des mémoires de Matteo Ricci qui qui se rendait en Chine au XIVe siècle et qui disait, il était déjà très étonné lui à l'époque de l'aversion qu'avaient les Chinois pour les armes et pour la guerre. Alors, ce qui ne veut pas dire que les Chinois n'ont jamais fait la guerre, mais c'est toujours des guerres qui ont été en fait civiles. Dès l'époque des royaumes combattants dans l'histoire chinoise, jusqu'à la guerre civile près 1949, entre le Kuomintang et le Parti communiste. Donc c'est pas la culture chinoise n'est pas une culture qui ignore le conflit et qui ignore la guerre, mais c'est toujours centré sur elle-même. Ça n'a jamais été dirigé vers l'extérieur. Là aussi, il faut rappeler aux gens qui aiment contredire sur ce point-là que les escarmouches frontalières qu'il y a eu avec la Russie, qu'il y a eu avec le Vietnam, qu'il y a eu avec l'Inde dans les années 60, 70, c'était des escarmouches frontalières sur des parcelles de terrain très délimitées que l'un et l'autre essayaient d'envahir et d'occuper, mais c'était pas une conquête territoriale vers l'extérieur. Voilà. Donc il faut bien voir que la Chine ne se laisse pas faire. Hein, c'est pas un pays pacifiste, béat et un peu niais qui prône le pacifisme, comme on le voit en plus maintenant on va dire sa force économique retrouvée. Il faut toujours rappeler que la Chine était première économie du monde au XVIIIe siècle avant justement les traités inégaux imposés par l'Angleterre. Mais la Chine donc ne se laisse plus faire. Il y avait un bouquin dans les années 90 qui s'appelait La Chine peut dire non, parce qu'effectivement les Occidentaux avaient tendance à penser que l'homme malade de l'Asie, qui était la Chine pendant la guerre de l'opium, c'était un pays qui allait de toute façon rester soumis ad vitam aeternam et au 20e et au 21e siècle devenir l'usine du monde, une espèce d'usine docile à prix cassé et dont les multinationales européennes et américaines allaient pouvoir profiter ad vitam aeternam. Donc effectivement, la Chine n'est pas dans cette logique de soumission au capitalisme, on va dire à l'anglo-saxonne. La Chine est un pays capitaliste à bien des égards, mais pas à l'anglo-saxonne. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui existe depuis on connaît en tout cas l'existence de ce concept de la voie médiane depuis les premiers contacts entre la Chine et l'Europe. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un précepte qui est utilisé dans la diplomatie chinoise et que même la Chine, on va dire, fait le prosélytisme en fait vers l'extérieur. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la Chine se positionne comme un médiateur mondial. On a vu son rôle dans la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui ont rétabli leurs relations diplomatiques grâce à l'intervention de la Chine et de la Russie, mais voilà, de la Chine principalement. Ça a mené à un autre rétablissement qui est bon maintenant un petit peu, on va dire, obsolète, mais qui était le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Ça, c'était la conséquence directe cette réconciliation Arabie Saoudite-Iran. Et puis on a vu encore récemment, il y a quelques semaines, la Chine qui était à l'origine, qui était l'ingénieur, on va dire, l'architecte, on va dire, de pas de la réconciliation, mais d'une espèce de cessez-le-feu entre le gouvernement de Birmanie et les rebelles. On sait que il y a une espèce de révolution de couleur qui est en développement en Birmanie. Évidemment, c'est sur les marches immédiates de la Chine. C'est pas un hasard. Mais la Chine là a réussi aussi à faire à faire que les partis antagonistes s'entendent et arrêtent de se combattre. Voilà. Et ça, c'est toujours la Chine a également intervenu sur l'Ukraine. Alors, elle n'a pas réussi, mais on sait très bien qu'elle n'a pas réussi comme Donald Trump aurait échoué de la même manière, parce que il y avait une volonté
d'aller au conflit malgré les concessions qu'étaient prêtes à faire les Ukrainiens avec la Russie au début du conflit. Ça a été un échec. Mais la Chine a proposé 2 plans de paix. Dès le début du conflit, il y avait un plan de paix en 12 points, puis ensuite, quelques mois plus tard, elle a proposé un autre en 6 points, et tout ça a été balayé d'un revers de la main par l'Occident, qui ne voulait pas de la paix, quelle qu'elle soit. Mais on voit que la Chine est vraiment, on va dire, au cœur des relations internationales. C'est la même chose sur la question palestinienne. La Chine a envoyé un émissaire spécial pour cette région, qui a fait le tour des capitales de la région en essayant de trouver une solution à ce que Xi Jinping appelle une injustice historique qui est faite au peuple palestinien. Voilà, donc la Chine n'a pas, on va dire, n'a pas une posture moralisatrice, mais elle a une posture, on va dire, qui est basée sur la justice internationale, quelle que soit, on va dire, les raisons d'un conflit. Elle estime que un génocide n'est pas justifiable, quelle que soit la situation sur le terrain, qu'il n'est pas juste qu'une population soit déplacée pour en faire venir une autre. Et voilà, donc on voit qu'une situation, la Chine, grâce à sa voix médiane, en fait, elle arrive à dire des choses et à faire des choses que l'Occident et que les États vassalisés de l'Occident n'arrivent plus à faire, c'est-à-dire d'avoir une position qui va être forte, parce que ça a l'air d'être fort maintenant de parler de justice, de parler de justice pour le peuple palestinien, c'est l'air provocateur, mais la Chine, justement, de par sa neutralité, en fait, cette politique de la voix médiane lui a toujours permis d'être neutre, ça lui permet de parler de questions de justice internationale, ce que aucun État occidental n'ose faire de nos jours. Et oui, on se souviendra pour l'année 2024 de nombreuses actions très symboliques, ou en tout cas le fait que le territoire chinois fut un territoire de neutralité, ou en tout cas de discussion internationale. On a eu le ministre des Affaires étrangères en juillet 2024, ukrainien, Dimitro Kuleba, qui était allé en voyage officiel afin de pouvoir échanger sur de potentielles négociations avec la Russie. Bon, malheureusement, qui ne se sont jamais convertis. On sait où on en est aujourd'hui, le conflit, malheureusement. On a aussi le conflit israélo-palestinien. On se souvient de différents grands groupes palestiniens qui ont été accueillis avec une reconnaissance par la Chine, eh bien, de la Palestine, en tout cas d'avoir un poids diplomatique pour tenter encore une fois d'aller dans ce phénomène de réconciliation. Donc ça, on voit encore une fois ces actes. Alors, quelques questions, Laurent, qui me semblent importantes, parce que ça peut souvent être, à mon avis, une des remarques que l'on peut faire pour tenter de contredire tous ces arguments. Alors, si j'écoute Omar Sy, grand géopolitologue français, comme nous le savons bien, avec aussi tout le reste du Jamel Comedy Club, eh bien, on sait que la Chine, malheureusement, même si elle semble dénoncer les génocides sur les territoires étrangers sur le sol européen ou même au Proche ou Moyen-Orient, eh bien, on pourrait parler, par exemple, de la situation des Ouïghours, ou même on nous parle très souvent aussi du problème avec le Tibet. On sait que le Tibet, qui représente la majorité des bouddhistes du monde, ça tout le monde le sait bien évidemment, c'est pas comme si c'était simplement 1% des bouddhistes. Comment répondre à ces arguments-là sur la gestion des problématiques frontalières et internes qui pourraient, selon beaucoup d'Occidentaux, et à juste titre, en termes de curiosité ou de doute, eh bien, comment est-ce que la Chine peut gérer ça tout en donnant des leçons, ou en tout cas en tentant d'appliquer et donner des conseils de juste négociation sur les différents types de conflits qu'on a évoqués? Alors, la question du Tibet et du Xinjiang, donc les Ouïghours, on pourrait faire une émission rien que sur ces 2 sujets-là. Pour vraiment, on va dire, résumer le plus rapidement possible, aussi bien le Tibet que le Xinjiang sont des territoires qui sont chinois depuis la nuit des temps. On va dire des constructions comme la Grande Muraille sont là pour le prouver. La Grande Muraille qui est chinoise va jusque au plus profond de la province du Xinjiang, ce qui montre bien que la Chine était déjà là et déjà était déjà à l'administration de cette région-là. Il faut voir que l'armée ouïghour était intégrée à l'armée impériale chinoise dans la dynastie des Song, dans la dynastie des Ming, et non seulement c'était pas des gens qui demandaient l'indépendance, mais l'armée ouïghour, c'était le marteau de l'armée impériale chinoise pour aller taper sur les minorités ethniques du sud de la Chine, à la frontière avec la Birmanie et le Vietnam, qui voulaient se séparer de l'Empire. Donc, non seulement les Ouïghours n'étaient pas des indépendantistes, mais c'était des gens qui tapaient sur les indépendantistes d'autres provinces. Donc ça, c'est vraiment pour remettre les choses dans leur contexte. Alors, aujourd'hui, on voit qu'aussi bien au Tibet dans les années 50 que au Xinjiang dans les années 90, il y a eu une forte influence étrangère.
américaine. C'est pas Laurent Michelon qui le dit, hein, c'est Brzezinski lui-même qui l'avouait dans les années 70. La CIA entraînait les Moudjahidines en Afghanistan avant même que les Russes n'entrent en Afghanistan. Donc ça remonte dans les années 70. Et c'est en fait la technique habituelle de l'hégémon anglo-américain, qui est en fait de déstabiliser des régions entières en s'appuyant sur des conflits ethniques, enfin des différences ethniques, des différences religieuses. Et en fait, l'objectif, c'était que cette région-là, vraiment tout ce qui est Xinjiang, Afghanistan, Ouzbékistan, qui sont là où ont démarré les actes de terrorisme dans les années 80 et 90, c'est vraiment on va dire le bas-ventre de la Russie et c'est immédiatement la frontière avec la Chine. Donc ça permettait de déstabiliser deux ennemis idéologiques des États-Unis en une seule action. Voilà. Bon, ça a échoué. La Chine a repris le contrôle de ce qui était une guerre civile au Xinjiang. Il y a des actes de terrorisme terribles jusque dans les années 2010. Des actes de terrorisme qui n'étaient pas isolés au Xinjiang. En plus, ça allait jusqu'à Pékin, ça allait jusqu'à Canton. C'était vraiment sur toute la Chine. Les médias occidentaux n'ont jamais parlé des actes de terrorisme ouïghour en Chine. Ils n'ont parlé que de la reprise en main par l'État chinois du Xinjiang et de l'éradication du terrorisme, voilà, qui n'était pas un terrorisme musulman. C'était le terme musulman est évidemment un paravent derrière lequel se cache en fait l'hégémon anglo-américain, puisque il faut rappeler que les Ouïghours ne sont pas l'ethnie musulmane majoritaire en Chine. Il y a 10 autres ethnies musulmanes en Chine, dont certaines qui sont 2 fois plus nombreuses que les Ouïghours, et il n'y a aucun problème. C'est uniquement en fait les Ouïghours, et ça a été un problème parce que il y a cette continuité géographique avec l'Afghanistan, avec l'Ouzbékistan, et c'est de là que venaient des gens qui étaient entraînés et radicalisés au djihad. Voilà. Donc ça, c'est pour rappeler que la Chine, encore une fois, comment est-ce qu'elle a réglé le problème? Eh bien, il a évidemment fallu polisser le territoire, c'est-à-dire éradiquer les foyers de terrorisme, mais après, ça ne s'est pas arrêté à une simple répression. La Chine s'est rendue compte qu'en fait, le terreau en fait favorable à tout ce qui était terrorisme et radicalisation au Xinjiang, c'était en fait la pauvreté. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a développé au maximum cette région, et on voit aussi bien le Xinjiang que le Tibet qui ont des taux de croissance à deux chiffres depuis 15 ans. C'est vraiment ça fait longtemps. La population du Xinjiang, des Ouïghours et les Tibétains croît, alors que le reste de la population chinoise décroît. Ce sont des ethnies, des minorités ethniques qui n'ont jamais été soumises à la politique de l'enfant unique. Donc là aussi, quand on parle en Occident de génocide, la population ouïghour a plus que doublé en 30 ans, et aussi bien les Ouïghours que les Tibétains, que les 56 autres groupes ethniques de Chine sont des groupes ethniques qui n'ont jamais été soumis à la politique de l'enfant unique. Donc le terme de génocide est complètement abusif et mensonger. Voilà. Et donc la Chine a développé économiquement ces régions-là pour justement en fait enlever toute tentation de radicalisation de la part en sous-main par les États-Unis. Et on voit maintenant que devant le succès de ces politiques de développement économique de ces régions, l'hégémon anglo-américain contre-attaque avec toutes ces histoires de génocide, d'esclavage, qui font en fait fermer des usines, hein, puisqu'on voit que des marques occidentales sont contraintes d'abandonner le coton du Xinjiang, sont obligées d'abandonner les piments du Xinjiang, les voitures Volkswagen sont obligées de fermer leurs usines au Xinjiang, et donc en fait d'enlever tout un tas d'opportunités d'emploi aux Ouïghours. Voilà. Donc on voit qu'en fait, quand l'Occident fait semblant de s'inquiéter du destin d'une minorité ethnique en Chine, en fait, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'en fait, ils essaient de les appauvrir de plus en plus. Parce que c'est uniquement en appauvrissant ces populations qu'il y aura une possibilité de les re-radicaliser derrière. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.